Mesdames et messieurs, bonjour. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce nouveau numéro des 30 jours pour convaincre en toute transparence. Pour ce numéro, nous avons le plaisir de recevoir M. Guénolé Mbongo-Koubou. Il est le directeur général des douanes et des droits indirects de la République du Congo. Monsieur le DG, bonjour. Merci d'être sur le plateau de 30 jours pour convaincre en toute transparence. Voilà, vous êtes donc notre invité de ce jour et je ne suis pas seul, je suis avec Marna Mankele. Elle est directrice des informations à la chaîne de télévision privée Vox TV et Rech Mboussa qui est également à la rédaction de Télé Congo, notre chaîne de télévision nationale. Alors, avec vous, nous allons examiner de fond en comble ce qui a pu être fait pendant les 5 ans qui s'achèvent, du quinquennat qui s'achève, et ce qui va être comme des perspectives. Donc au-delà de la pédagogie, il y a des perspectives pour l'avenir. Alors, monsieur le DG, première question, dans quel contexte avez-vous évolué pendant ce quinquennat, c'est-à-dire de 2021 à 2026? Merci, monsieur le journaliste, madame, monsieur le journaliste, je vous remercie sincèrement de m'avoir invité à participer à votre émission, une émission qui s'inscrit dans le cadre du bilan du quinquennat 2021-2026 de son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Ayant bénéficié de sa confiance pendant les 5 années qui couvrent le quinquennat, il est de notre devoir, il est de mon devoir de rendre compte sur les politiques, sur les actions qui ont été menées au cours de ce quinquennat. Quinquennat sur la base de son projet de société Ensemble poursuivons la marche. Alors, avant de répondre à votre question, permettez-moi de replacer le quinquennat dans son contexte. C'est la question que nous avons posée. Voilà. Replacer le quinquennat dans son contexte. Je tiens d'abord ici à rappeler les objectifs du projet de société de son Excellence Monsieur le Président de la République. Alors, le projet de société Ensemble poursuivons la marche, objet du bilan que nous effectuons aujourd'hui et en toute transparence, avait plusieurs axes. Et parmi les axes de son projet de société, il y avait un axe sur le rétablissement des grands équilibres macroéconomiques. Et ce qui était poursuivi comme sous-objectif, c'était premièrement de rétablir les équilibres macroéconomiques, et deuxièmement d'assurer la consolidation des finances publiques, et troisièmement de créer les conditions d'une croissance économique dynamique, durable et inclusive. C'est dans ce contexte que le projet de société de son Excellence, Monsieur le Président de la République, a été élaboré. Souviendrez-vous, on était en pleine crise Covid en 2021. Et juste avant la crise Covid, nous avons connu pas mal de crises. Crise pétrolière en 2016, crise économique, crise financière. Et l'économie congolaise, bien que résiliente, a été, à l'instar des autres pays de la CEMAC, impactée par les effets des différentes crises. Donc 2021, en pleine crise Covid, le président de la République se présente devant les Congolais avec son projet de société, avec comme objectif principal rétablir les équilibres macroéconomiques. Mais pour mieux cerner le bilan du quinquennat, il est essentiel de comprendre
de comprendre les mécanismes de notre économie et les interactions entre les différents secteurs de l'économie et les finances publiques, les conséquences des politiques sur les finances publiques, et d'apprécier aussi les efforts qui ont été fournis par le gouvernement, conduit par M. Anatole Koliné-Makosso, Premier ministre et chef du gouvernement, dans le but de rétablir les équilibres, mais aussi de préparer notre économie à la relance économique. Dans notre pays, les différentes crises pétrolières, sanitaires, ont eu des conséquences sur nos finances publiques. Pas seulement les finances publiques, ces crises ont eu également des conséquences sur nos comptes extérieurs, notamment par le canal de la balance des paiements. Mais ces crises ont également impacté le pouvoir d'achat des ménages. Vous vous souviendrez, en 2022, le gouvernement a été obligé de prendre un décret pour mettre en place un plan de résilience sur la crise alimentaire. Donc pour la période allant de 2022 à 2023. Mais la question est de savoir comment se présentait l'économie congolaise ou les finances publiques avant la crise. C'est-à-dire qu'avant l'élection du président de la République. C'est-à-dire qu'avant le quinquennat, comment se présentait l'économie congolaise? Quelle était la situation des finances publiques et la situation des comptes extérieurs en 2021 ou avant 2021? Est-ce que vous pouvez nous décrire cette situation? Alors, oui, justement, en 2020, l'année qui a précédé la crise, l'élection du président, le Congo, comme tous les pays du monde, nous avons connu une crise sanitaire. La crise a débuté en Chine fin 2019, mais les effets de cette crise-là ont été ressentis avec une plus grande violence, une violence inouïe à partir de 2020, puisque on a été obligé d'arrêter les activités économiques, de fermer les frontières, de confiner les populations. Les recettes pétrolières en 2020 avaient diminué de moitié par rapport à l'exercice 2019. Les recettes pétrolières. Et vous savez très bien que notre économie est une économie qui dépend des exportations du pétrole. Mais les recettes pétrolières diminuaient de moitié en 2020 par rapport à l'exercice 2019. Ce qui crée déjà un déséquilibre budgétaire. Les recettes fiscales et douanières n'ont pas été fortement impactées. Et je vais vous dire pourquoi. Je dis bien les recettes fiscales et douanières n'ont pas été fortement impactées parce que dans la période, malgré la crise, on a constaté une augmentation progressive des recettes douanières. Mais en réalité, il y a bien une raison. Pourquoi les recettes pétrolières ont chuté de moitié alors que les recettes fiscales et douanières n'ont pas subi les effets et du confinement, d'une part, et les effets de la contraction du secteur hors pétrole. La raison, elle est toute simple, parce que avant 2021, donc année de l'élection du président de la République, avant 2021, en 2016, le président de la République a été désigné par ses pairs comme président du PREF-CEMAC. Le PREF-CEMAC, c'est le programme des réformes économiques et financières de l'Afrique centrale, de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Et comme président du PREF-CEMAC, donc choisi par ses pairs pour conduire le PREF-CEMAC, le président de la République à l'époque, nous étions en 2016, avait donné des instructions claires au ministre des Finances de l'époque, M. Calixte Nganongo, d'accélérer les réformes visant à réduire notre dépendance pétrolière. Donc la dépendance aux revenus pétroliers. Est-ce que ces réformes ont-elles été mises en place?
et ont-elles eu un impact pendant le quinquennat qui s'achève pour lequel vous devez nous faire le bilan en toute transparence, monsieur le DG? Si les recettes douanières, les recettes fiscales n'ont cessé d'augmenter jusqu'à maintenant, alors que les recettes pétrolières ont enregistré une baisse, c'est grâce à ces réformes. Et je vais vous dire quelles sont les réformes qui ont été menées au temps du ministre Calixte. Oui, en quelques mots. Ces réformes visaient, entre autres, l'élargissement de l'assiette, la digitalisation des régies financières. C'est à partir de 2016 que vous avez assisté au GUP, les guichets uniques de paiement. C'est-à-dire en un seul endroit, on a regroupé tous les acteurs qui participent à la collecte des recettes. Mais c'était pour sécuriser les recettes, premièrement. L'élargissement de l'assiette, mais il a initié également d'autres réformes en lien avec des mesures fiscales spécifiques. Il a initié aussi la refonte du Code général des impôts, même si cette réforme n'est pas allée jusqu'au bout. Mais il a initié plusieurs réformes, même le livre des procédures fiscales. Surtout la digitalisation des régies financières, parce qu'à l'époque, vous avez assisté à plusieurs projets comme e-tax, le système d'information des impôts pour sécuriser la collecte des impôts et taxes. Vous avez entendu parler de e-douane et Kenge pour suivre la cargaison en circulation en République du Congo. Il y avait e-pay pour les paiements via les terminaux numériques. Il y avait également SIGAD pour la dette, CISPACE pour la gestion des... Et donc, plusieurs réformes ont été engagées à cette époque. Et c'est ce qui nous a permis, malgré les différentes crises, même si l'accent a été orienté après cette période-là sur les contraintes budgétaires liées au programme avec le Fonds monétaire international, mais c'est ce qui nous a permis aujourd'hui de constater une hausse tendancielle des recettes fiscales et douanières. Monsieur le DG, est-ce que de 2021 à 2026, les douanes ont réellement joué leur partition dans leur participation au budget de l'État? Bien sûr que oui. Alors, les douanes participent à plusieurs niveaux. Premièrement, au niveau des recettes de l'État. Les recettes ont augmenté. Pour mieux apprécier, entre 2018 et cette année, les recettes ont plus que doublé. Ça, c'est la réalité. Ont plus que doublé. Globalement, on était à 160 milliards. Globalement, c'est-à-dire y compris les recettes d'import-export, les recettes de TVA, taxe sur la valeur ajoutée. Oui, on est maintenant à combien? Et on est maintenant à 320. Les recettes ont doublé. Mais les recettes ont doublé alors que la dépense fiscale n'a pas, est restée presque au même niveau. Ça veut dire que les réformes qui ont été menées dans la période allant de 2016 à 2021 par le ministre Calixte produisent leurs effets jusqu'à maintenant. Ces réformes ont concerné principalement la sécurisation des recettes de l'État. Je vous ai dit au début que je ne suis pas seul sur ce plateau. J'ai Marna Mankele et j'ai Res Moussa. Alors Marna, vous avez le directeur général des douanes et des domaines des droits indirects devant vous. Alors, monsieur le directeur général, bonjour. En toute transparence, vous avez épinglé les réformes qu'en période de Covid, les recettes fiscales douanières ont été d'une contribution non moins essentielle dans le budget de l'État. Alors, vous avez mis en place des systèmes tels que le système de suivi des cargaisons. Qu'en est-nous aujourd'hui là, s'il faut faire le bilan? Est-ce que ce suivi-là continue toujours, le système mis en place fonctionne de manière efficiente? Alors, ce système qui a été mis en place a fonctionné pendant un bon moment et aujourd'hui, c'est pour des problèmes de trésorerie, parce qu'il faut payer des prestataires, que ce système-là est en pause. Mais c'est un système qui peut être réactivé à tout moment. Parce que vous savez très bien qu'entre-temps, il y a eu des choix à faire entre le paiement des salaires et le paiement des prestataires. Mais sinon, le système
peut être réactivé à tout moment. Alors, monsieur le directeur général, le Congo fait partie de l'Organisation mondiale des pays douaniers. Alors aujourd'hui, est-ce que nous sommes, la douane congolaise est-elle en phase avec les prescrits des institutions, de l'institution internationale que est l'OMD? Bien sûr que oui, vous le savez très bien. Le Congo a présidé l'Organisation mondiale des douanes au niveau régional entre 2020 et 2022. Le Congo fait partie des pionniers puisque non seulement que nous sommes membres, nous avions ratifié la convention de Kyoto révisée qui est la convention sur l'harmonisation, la simplification des procédures douanières. Et nous l'avons ratifié en 2017. Et d'ailleurs, je me souviens, avec mon prédécesseur, M. Jean-Alfred Onanga, nous étions partis à Bruxelles pour présenter notre instrument d'adhésion. Et donc, depuis, nous mettons en œuvre toutes les réformes visant à simplifier et à harmoniser les procédures douanières, donc à faciliter le commerce international. Monsieur le directeur, dernière question pour céder la parole à mon collègue. Aujourd'hui, malgré des réformes pour la digitalisation, pour la facilitation au niveau des principes, au niveau de tout ce qui est dédouanement de marchandises, tout le système, toutes les réformes qui ont été mises en place. Et aujourd'hui, il y a toujours la léthargie qui règne au niveau de l'administration douanière. Qu'en est-il aujourd'hui, monsieur le directeur général? Oui, je comprends tout à fait votre question. En réalité, votre question ne concerne pas seulement la douane parce que vous parlez là du passage portuaire. Ce qu'il faut retenir, madame la journaliste, la douane est un acteur parmi plusieurs acteurs, parmi tant d'autres. La douane n'est pas le seul acteur au cordon douanier. Quand on parle du dédouanement des marchandises, on pense que c'est toujours la douane. Non. La douane, aujourd'hui, il y a une étude d'un cabinet international qui montre clairement que le délai du passage portuaire a baissé en République du Congo pour les dossiers qui sont conformes. Mais il arrive que certains usagers, en important leurs marchandises, n'aient pas tous les documents utiles pour dédouaner leurs marchandises. Maintenant, après, au port de Pointe-Noire, il y a, comme je l'ai dit, plusieurs acteurs. Il peut toujours y avoir des problèmes. Mais il y a quelques années, je pense que c'était en 2019, le président de la République a pris un décret pour instituer un seul point pour le passage de sortie de marchandises. Le point unique de contrôle. Au départ, quand vous arriviez au port de Pointe-Noire, vous pourriez être contrôlé par plusieurs entités. Et aujourd'hui, ce n'est même plus possible. Il y a un seul point. Donc, si votre dossier est conforme et votre commissionnaire en douane agréé, parce que c'est la personne qui est habilitée à faire les démarches douanières à votre place. Si les droits de douane sont payés, les autres prestataires sont payés, tels que Congo Terminal, les Aconiers et autres, ben vous dédouanez votre marchandise librement. Mais si vous n'avez pas payé les frais des armateurs, ben il est possible que tant que vous n'ayez pas payé, ben votre conteneur là soit toujours au port de Pointe-Noire. Mais ça n'a rien à voir avec la douane, parce que la douane intervient à la sortie. C'est une fois que vous avez rempli toutes les démarches nécessaires et vous avez effectué vos formalités, et à la douane, on vérifie tout simplement si vous avez payé les droits de douane, si la déclaration est conforme par rapport au contenu de votre conteneur, donc par rapport à la marchandise, et vous partez avec votre marchandise. Et donc les problèmes liés au passage portuaire, c'est lié à l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le processus de dédouanement. Mais le gouvernement, le Premier ministre a pris un décret pour mettre en place un comité national pour la facilitation et la simplification du passage portuaire. Ce décret a été pris
je pense au début des années 2021, ce décret nous permet, puisqu'il y a un comité de pilotage présidé par le directeur général du port autonome de Pointe-Noire, le directeur général des douanes assure la vice-présidence de ce comité. Donc, nous nous réunissons avec tous les acteurs de la plateforme portuaire pour regarder, examiner tous les problèmes auxquels les usagers sont confrontés et trouver des solutions. Donc, nous travaillons pour améliorer le passage portuaire, pour réduire les coûts de passage portuaire, mais il y a des problèmes qui ne sont pas forcément liés à la douane. Ça peut être des problèmes en lien avec l'importateur qui n'a pas toute la documentation nécessaire pour dédouaner sa marchandise. Alors, Monsieur le DG, merci beaucoup. On sait que le quinquennat qui s'achève a été difficile, vous l'avez dit. Les équilibres macroéconomiques n'ont pas été faciles pour l'État. Et vous avez joué quand même votre partition pour mobiliser les ressources. Justement, j'aimerais m'appesantir sur les ressources intérieures. Beaucoup d'argent échappe quand même à l'État au niveau de la douane. Quelles mesures ont été prises durant ce quinquennat pour justement lutter contre la fraude douanière? Dans la première partie de votre intervention, vous avez soulevé un point très important. Le rôle ou la contribution de la douane dans les recettes de l'État. Et vous avez évoqué aussi les questions liées à la consolidation budgétaire. Avant de répondre à votre question en lien avec la fraude, mais je souhaiterais d'abord insister sur la première partie de votre intervention. Tout à l'heure, je disais que en 2000, au début donc, du quinquennat, les recettes pétrolières avaient diminué de moitié, les recettes pétrolières. Donc nous nous sommes retrouvés avec un budget à financer. Vous avez donc un niveau de dépenses élevé compte tenu des urgences sociales liées à la crise sanitaire et la masse salariale qu'on ne peut pas réduire du jour au lendemain. Et si nous avons pu tenir jusqu'à maintenant, c'est parce que il y a eu un travail important. Nous n'avons pas augmenté les droits de douane, mais les recettes ont doublé. Ça veut dire que nous avons agi sur les leviers qui empêchaient à la douane de réaliser ses recettes. Si les recettes ont doublé dans la période, ça veut tout simplement dire que nous nous sommes attaqués à la fraude douanière et à l'évasion des recettes fiscales. C'est ça la réponse. Puisque je le disais tout à l'heure que la dépense fiscale, c'est-à-dire que toutes les exonérations qui sont accordées au cordon douanier, quand on compare les niveaux de 2021 et le niveau de cette année, on est presque au même niveau. Mais comment expliquer que vous êtes au même niveau, vous n'avez pas augmenté les taux? Comment expliquer que les recettes doublent en 5 ans? Ça veut dire qu'il y a eu un travail important qui a été fait pour lutter contre la fraude, mais surtout, ce travail-là était nécessaire pour la consolidation de nos finances publiques. Je disais que notre solde budgétaire primaire s'était complètement dégradé en 2000, avant l'élection du président en 2021. Dégradé, et le solde des transactions courantes s'était creusé à moins 0,1% du PIB. Donc ça veut dire que quand nous avons débuté le quinquennat, ce quinquennat, objet de ce bilan, nous étions dans une situation des finances publiques très difficile. Pas seulement de nos finances publiques, mais notre situation aussi extérieure était préoccupante. Il y a eu des réformes qui ont été menées et c'est la raison pour laquelle, donc, à l'analyse de ces agrégats macroéconomiques et macro-budgétaires, le président de la République a fait du rétablissement des grands équilibres macroéconomiques un axe prioritaire de son projet de société Ensemble poursuivant la marche. Il s'agit, entre autres,
de réduire le déficit interne, les déficits internes et externes, de mobiliser davantage de ressources intérieures et de rationaliser la dépense publique. S'agissant justement de la fraude douanière, est-ce qu'on va dire que les mesures ont été payantes? Les mesures utilisées pour lutter contre la fraude douanière. La fraude obéit à certaines techniques. Il y a des techniques qui sont identifiées, connues par l'administration. Et dès lors, nous mettons en œuvre, nous mettons en place des stratégies pour contrer la fraude. Et récemment, vous avez suivi à la télévision, il y a eu une communication importante sur l'évasion fiscale occasionnée par les conventions d'établissement. C'est à l'occasion des travaux au Parlement, à la Commission économie et finances, et nous avons constaté que certaines entreprises bénéficiant des conventions d'établissement, vous savez, les conventions d'établissement en République du Congo, c'est comme une convention signée entre le gouvernement et une entreprise pour permettre à une entreprise de s'installer. Donc, permettre à une entreprise de démarrer ses activités sans que le poids de la fiscalité intérieure et la fiscalité de porte ne pèse sur l'activité économique, sur l'activité de cette société. Mais nous avons constaté qu'il y a des entreprises qui sont devenues des hubs pour les autres. Donc, vont chercher des conventions d'établissement pour faire passer les marchandises des tiers. Et ces marchandises-là qui bénéficient des réductions des droits de douane se retrouvent dans les magasins et sont utilisées pour des activités marchandes. Là, c'est un exemple de la fraude qui est constatée et les mesures ont été prises. Et d'ailleurs, dans la loi de finances de l'année 2025, le Parlement a pris des mesures pour lutter efficacement contre cette fraude au cordon douanier. Merci, monsieur le DG. Nous avons dit au début de cette tranche que nous avons encore deux amis qui vont nous rejoindre ici. Alors, il s'agit de Carly. Carly, c'est notre ami de Télé-Sud, Global Africa Télévision, anciennement Télé-Sud, qui est basé en France, et de Emery Obargui. Emery Obargui, c'est un journaliste indépendant de la République du Congo. Donc, avec les deux collègues, nous allons poursuivre la seconde et dernière partie de votre passage dans ces 30 jours pour convaincre en toute transparence. Monsieur le DG, l'aide des chantiers, digitalisation, lutte contre la fraude, convention d'établissement, fiscalité pétrolière. Alors, ça fait un peu trop et peut-être peu à la fois, mais est-ce que toutes ces réformes dans ce sens-là ont été faites et que les fruits qu'on récoltait émanent également de ce qui aura été fait dans ce quinquennat, dans les 4 entités que je viens de citer? Alors là, vous venez de citer pas mal de... Nous avons parlé de la fiscalité pétrolière, la convention d'établissement, la digitalisation du système douanier et bien d'autres. Alors, pour répondre à toutes ces questions, je vais d'abord rappeler que il y a en 2023, parce que c'est important d'évoquer ce point, en 2023, avec le ministre d'État, ministre du Commerce, qui a conduit une forte délégation à Genève pour défendre les politiques douanières et commerciales de la République du Congo. Donc ça a été une occasion de passer en revue toutes ces politiques. Qu'est-ce qui est fait en matière de digitalisation? C'est ce que vous avez évoqué. Qu'est-ce qui est fait pour faciliter le commerce légitime? Et qu'est-ce qui est fait pour lutter contre la vie chère? À cette occasion, donc, nous avons passé en revue quasiment toutes les politiques qui sont menées en République du Congo et notamment
les mesures qui ont été prises dans le cadre du plan de résilience sur la crise alimentaire. Mais surtout, puisque dans la délégation, il y avait le directeur général du GUIOT, le guichet unique des opérations transfrontalières, et ça a été aussi l'occasion de regarder ou d'aborder toutes les questions liées à la digitalisation, notamment les mesures qui sont mises en place par le gouvernement pour faciliter le commerce, digitaliser, simplifier les procédures. Alors, sur vous avez évoqué la fiscalité pétrolière. En 2021, le gouvernement a proposé au Parlement un texte de loi pour abroger les conventions de 68. Ces conventions ont été abrogées pour harmoniser, pour s'aligner aux dispositions communautaires. Est-ce que ça a été fait? Bien sûr que oui. Ces lois ont été votées au Parlement, puisque les conventions signées avec certaines sociétés dans les années 68 ne s'appliquent plus aujourd'hui. Ça a été abrogé au Parlement. Et alors, pourquoi ça a été abrogé? Parce que nous faisons partie d'une communauté qu'on appelle la CEMAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Et cette communauté est une union douanière. Donc, ça veut dire qu'en matière douanière, nous appliquons les textes communautaires. Si le gouvernement a pensé qu'il était temps d'abroger ces conventions, c'est tout simplement parce que nous avons des engagements au niveau sous-régional. Et parmi ces engagements, c'est d'aligner notre politique nationale aux normes communautaires. Alors, nous voyons que ça a donc été fait. Et je vais passer la parole à mes collègues Emery. Voilà le DG des douanes. Monsieur le DG, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous, en qualité de DG, je vous prends en tant que pédagogue. Dans quelques années, le Congo va faire partie d'une nouvelle donne qui est la ZLECAf. Donc, nous allons rentrer dans la mise en œuvre de la ZLECAf. Alors, nous voulons savoir, vous, en tant que la douane, puisque la douane représente de droit le Congo dans ces échanges, alors, comment la douane congolaise s'active pour ne pas rater le coach? C'est une question très, très intéressante. Je vous remercie d'ailleurs de me poser cette question, parce que c'est l'occasion de rappeler ici à tout le monde et de dire comment le Congo se prépare à ce grand marché ZLECAf. Il n'y aura plus de frontières ou des barrières douanières entre nos différents pays. Mais avant de vous partager les réformes, tout ce qui est fait à notre niveau, mais pas seulement au niveau de la douane, au niveau des administrations du commerce, au niveau du port de Pointe-Noire, je tiens à rappeler que les politiques commerciales et douanières de la République du Congo s'inscrivent dans une trajectoire historique et souveraine cohérente. Elle résonne aussi bien au niveau national que continental, en parfaite adéquation avec la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine et les perspectives d'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine. L'agenda 2063, c'est le cadre programmatique, la vision de l'Union africaine, et la ZLECAf fait partie de cette vision. La République du Congo est justement en phase avec la ZLECAf, donc le libre-échange, c'est ce que ça veut dire, la ZLECAf. Donc, au sein des pays africains, il y aura donc le libre-échange. Alors, la République du Congo a adhéré. Tout à l'heure, je disais que historique, parce que la République du Congo a adhéré au GATT. Le GATT, c'est l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. La République du Congo a adhéré au GATT 3 ans
juste après l'indépendance de la République du Congo, donc en 1963. 3 ans après l'indépendance de la République du Congo. La République du Congo a adhéré à l'OMC en 1997. Et si je ne me trompe pas, c'est en mars 1997. Et nous avons confirmé cette constance en ratifiant les instruments de l'OMD, l'Organisation mondiale des douanes, notamment la Convention de Kyoto révisée et l'accord sur la facilitation des échanges en 2017. Cette démarche nationale s'est doublée d'une responsabilité continentale marquée par nos engagements pris lors de la conférence des Nations Unies sur le financement du développement en Afrique. Et cette conférence est tenue à Addis Abeba en 2015. Et à cette occasion, il a été retenu ou il a été lancé une initiative et qu'on appelle l'Addis Tax Initiative pour soutenir l'objectif d'une Afrique maîtresse de son développement. Et la ZLECAf participe justement à atteindre cet objectif. Mais comment j'arrive? Dès lors, plusieurs pays, notamment, je dirais, plusieurs réformes ont été engagées en République du Congo. Mais ces réformes-là, je disais que depuis 2016, il y a eu une série de réformes. Mais ces réformes ont été aussi favorisées par un sommet des chefs d'État qui désigna en 2016 notre président de la République, donc le président Denis Sassou Nguesso, pour conduire le programme des réformes qu'on appelle PREF-CEMAC, donc programme des réformes économiques et financières donc de la CEMAC. Ce programme a été rendu nécessaire tout simplement parce que, comme vous le savez, les économies de l'Afrique centrale, des pays de l'Afrique centrale, sont des économies orientées vers l'exportation des matières premières. Et nous avons observé en 2014 une chute des prix du baril de pétrole sur le marché international et qui a complètement déséquilibré nos économies, déséquilibre interne avec moins de ressources pétrolières, déséquilibre externe avec notre balance des paiements fortement dégradée. Et donc, à la suite de cette réunion, il a été engagé plusieurs réformes. Je le disais qu'entre 2016, j'insiste, parce que tout est parti de là. Et ces réformes donc visaient à réduire la dépendance pétrolière de notre économie et à engager toutes les actions pertinentes pour diversifier notre économie. Développer les zones économiques spéciales, et développer l'agriculture au sens large. Au sens large, là je parle de l'agriculture au sens agro-pastoral, et je parle de l'agro-industrie et de l'agro-business. Il y a plusieurs initiatives qui sont prises pour développer le tourisme et voire même l'écotourisme. Et aujourd'hui, on observe certaines dispositions légales prises entre 2021 et 2026 dans le sens d'orienter notre économie vers la transformation locale de nos matières premières. Ça, c'est important. Parce que les conséquences de la ZLECAf, sauf que nous allons, si nous sommes une économie, nous restons une économie dépendante des exportations des matières premières, nous allons subir les autres pays. Nous allons subir les importations en provenance des autres parts des pays hors Afrique, mais nous allons subir les pays qui sont en Afrique.
parce que certains pays ont pris beaucoup d'avance par rapport à nous. Donc, en 2029, nous allons opérationnaliser la ZLECAf. La question est de savoir comment nous nous préparons, quelles sont les actions qui sont mises en œuvre, notamment au cours de qui ont été mises en œuvre au cours de ce mandat pour atteindre cet objectif. Alors, la première des choses, on y parle, c'est d'abord l'amélioration du climat des affaires pour attirer les investissements. Et c'est ce à quoi le gouvernement du Premier ministre Anatole Koné-Makosso s'est engagé, parce qu'on a constaté depuis 2021 une course contre la montre pour justement s'affranchir de la dépendance des revenus pétroliers. Donc il y a plusieurs textes de loi qui ont été pris dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires. Il y a aussi, nous avons fait, ça aussi il faut le dire, parce que nous avons réalisé des infrastructures, et les infrastructures, notamment routières, sont importantes pour acheminer les produits des lieux de production vers les lieux de commercialisation ou d'évacuation pour certains produits qui sont destinés à l'exportation. Monsieur le DG, on vous comprend, le Congo s'apprête donc à entrer dans la ZLECAf et les chantiers vont apparemment vite. Et nous allons donc tourner du côté de notre ami Carly. Vous avez en face de vous les DG des douanes. Donc vous avez sûrement des questions à lui poser dans le cadre du bilan. Bien sûr. Bonsoir, monsieur le directeur général. Moi, j'aimerais revenir sur la question de la lutte contre la fraude. Je sais pas si je vous écoutais tout à l'heure. Il y a un proverbe qui dit « Charité bien ordonnée commence par soi-même » et on parle d'un bilan en toute transparence. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de la douane, au niveau de vos équipes, on peut parler d'une impunité zéro? Alors, vous savez, l'impunité zéro, je vois bien ce que vous voulez dire, mais en même temps, vous savez très bien que la douane ne travaille pas en vase clos. Hein. La douane travaille et applique les textes de la République. La douane est une administration de la République. Ça ne veut pas dire que si on constate une infraction, il y a toute une procédure. Et généralement, ce qu'on fait, il y a une mesure conservatoire qui est prise. Et dans le cadre de la commission de discipline, la personne mise en cause est convoquée, s'explique, parce que c'est toujours à charge et à décharge, s'explique. Et si les faits sont avérés et reconnus, et conformément au texte de loi, il y a une sanction qui est prononcée. Hein, l'impunité zéro, cela ne veut pas dire que même si vous entendez ou vous voyez que sur Internet, il y a une campagne de désinformation sur la douane et vous commencez à sanctionner les gens. Non, ça obéit à une démarche administrative en fonction des textes de loi. Quinzaine cette année. C'est très important pour la relation de confiance entre la douane et les citoyens. On aimerait bien savoir quelle est la méthode qui est mise en place pour sanctionner, pour mettre de l'ordre dans l'administration douanière. Oui, c'est ce que je disais. C'est-à-dire que, alors, lorsque il y a un cas avéré de fraude impliquant un agent des douanes, le directeur général ou même par délégation, un directeur départemental peut prendre une mesure conservatoire. Mais la mesure conservatoire n'est pas déjà une sanction. C'est pour faire la lumière. Et comment faire cette lumière-là? Mais ce n'est que dans le cadre d'une commission de discipline qui réunit toutes les parties prenantes, les représentants de la direction générale, les représentants des organisations syndicales, la personne mise en cause. Et comme je l'ai dit, si les faits sont avérés, c'est là où on peut prendre une sanction. Si vous n'étiez pas aujourd'hui directeur général de la douane, que reprocherez-vous à cette administration? Vous savez, dans la vision du gouvernement,
de mener les réformes utiles pour se préparer donc à ce marché commun qui est la ZLECAf. L'administration des douanes a engagé plusieurs réformes pour justement corriger nos imperfections. Et ça ne manque jamais. Personne n'est parfaite. Déjà, l'administration des douanes n'est plus le simple gardien fiscal. On est là juste pour taxer les usagers, prendre les droits des douanes. Depuis un moment, nous avons changé de paradigme, en cohérence avec nos engagements internationaux, notamment tous les accords que nous avons signés avec l'Organisation mondiale du commerce et l'Organisation mondiale des douanes. Et la transposition de ces dispositions, donc de ces accords, au niveau de la douane, ça s'est fait à travers notre plan stratégique. Nous en avons un plan stratégique, et ce plan stratégique comporte 4 piliers. Le premier pilier, c'est le management stratégique. Le deuxième pilier, c'est le développement du capital humain. Et c'est même le sens de votre question. Parce que il n'y a pas de douane forte, de douane moderne, sans douaniers formés et intègres. Le tout part d'abord de la formation. Et une fois... pilier? Alors, le troisième pilier, c'est la facilitation et la sécurisation, qui est le cœur de notre métier. Et on fait le quatrième? Le quatrième, c'est le partenariat. Et en 2023, la douane, avec les organisations patronales et syndicales, ont mis en place un cadre de concertation qu'on appelle Comité consultatif douane-entreprise. Et c'est justement pour prévenir tous les problèmes que vous décriez. Mesdames et messieurs, vous suivez donc le directeur général de douane, c'est un économiste, il est enseignant à l'université Marien Ngouabi. Vous sentez le sens du détail dans lequel il veut nous emmener, mais nous sommes rattrapés par le temps. Monsieur le DG, s'il y a un chiffre qu'on doit retenir dans cette émission au niveau de la douane, vous préférez lequel? Un chiffre? Les recettes ont doublé, oui, malgré la persistance des exonérations. Voilà. Et aussi, il y a une formule aussi, des autorités qui se succèdent ici, c'est le bilan positif. Est-ce que vous pouvez dire aussi au niveau des douanes que le bilan est positif? Mais forcément, c'est-à-dire que vous savez, quand on regarde, tout à l'heure, je vous ai présenté la situation de 2021. Mais vous aurez pu me poser la question, quelle est la situation en 2026? Alors, la situation en 2026, c'est quoi? La croissance économique, en 2024, s'est établie à 2,6%. La croissance économique. Et cette croissance-là, en 2025, les estimations sont autour de 3%. Et la tendance sera poursuivie. Et c'est grâce à la mobilisation accrue des recettes douanières et fiscales, puisque les recettes pétrolières ont fortement baissé. Monsieur le DG, peut-être que vous avez un mot pour que nous clôturons cette séquence. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier sincèrement pour m'avoir permis de rendre compte du bilan du quinquennat 2021-2026 de son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République. Mais permettez-moi aussi de saisir cette occasion pour m'adresser aux jeunes et partager avec eux quelques perspectives. Chers amis, ensemble poursuivons la marche, a atteint ses objectifs. En matière de rétablissement des grands équilibres macroéconomiques. Car nous avons retrouvé la crédibilité budgétaire et la confiance de nos partenaires. Nous avons réalisé la consolidation des finances publiques.
Et nous avons aussi regagné donc la crédibilité budgétaire et posé les bases de la relance économique. Les nouvelles orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, visent à asseoir maintenant les piliers du développement durable et inclusif, permettant d'agir sur les véritables contraintes et de créer un environnement propice à l'épanouissement des jeunes, de sorte qu'ils contribuent utilement à la prospérité de notre pays. C'est précisément la raison pour laquelle l'action publique se concentre aujourd'hui sur les freins, les vrais freins à l'emploi, l'électricité, l'accès au financement, la formation adaptée aux besoins du marché du travail, les projets en cours dans l'énergie, la formation professionnelle, l'insertion professionnelle des jeunes et la protection sociale s'inscrivent dans cette logique de correction progressive mais durable. Les réformes budgétaires et comptables sont aussi essentielles en vue d'assurer un cadre macroéconomique stable. Donc, ces réformes seront poursuivies, permettant une conduite aisée des activités économiques. L'ambition du développement est aussi portée sur le principe d'un secteur privé local fort, orienté vers les jeunes, sachant que environ 70% de la population a moins de 35 ans, 70% de la population. Et 34% de cette population est âgée de 15 à 35 ans. Des jeunes qui auront besoin d'accéder à des financements adéquats, diversifiés et à des coûts raisonnables. C'est pourquoi la vision du président de la République entend tout faire pour lever les principaux freins et de créer toutes les conditions d'accès facilité au financement de toute nature. La digitalisation de l'ensemble des secteurs publics est une priorité de l'action de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, et devient aujourd'hui une priorité nationale. Elle permettra d'améliorer la qualité des services publics rendus aux usagers et de garantir les transformations structurelles souhaitées, ainsi que la traçabilité des opérations économiques, financières, budgétaires, des politiques mieux adaptées, mieux calibrées devraient favoriser l'émergence des start-up congolais et l'insertion professionnelle des jeunes dans les métiers du numérique. À moyen terme, la transformation économique reposera sur 3 leviers majeurs, qui sont les leviers de transformation. Premièrement, le capital naturel. Deuxièmement, le capital humain. Et troisièmement, le secteur privé. D'abord, le capital naturel. Les forêts couvrent près de 70% du territoire et stockent 16 milliards de tonnes de carbone, offrant un potentiel considérable pour les marchés du carbone, les financements climatiques et la création des emplois verts. C'est un avantage comparatif stratégique. Ainsi, le renforcement de la gouvernance forestière, la traçabilité numérique, la transformation locale du bois et la préparation au marché du carbone seront des choix politiques forts. Ils visent à créer des emplois, à mobiliser des financements climatiques et à positionner le Congo comme un acteur responsable de la transition écologique mondiale. Ensuite, le capital humain. Longtemps volatile, alors qu'il représente presque 39% de la richesse nationale, est aujourd'hui le socle de la prospérité future. Les réformes envisagées visent à rompre avec la volatilité passée des dépenses sociales. Dans le domaine de la santé, l'accent sera mis sur les soins de base et la protection des ménages vulnérables. Aujourd'hui, vous assistez à l'équipement. On est en train de refaire, le gouvernement est en train de refaire quasiment tous les plateaux techniques des hôpitaux de base. À Talangaï, à Makelekele, Luanzili, vous pouvez le constater. Il y a des grands hôpitaux généraux, mais il y a également un accent qui est mis sur les hôpitaux de base. Dans le domaine de l'éducation, les efforts porteront désormais sur la qualité des apprentissages à travers les programmes structurants et surtout la formation technique et professionnelle.
Les projets soutenus dans l'éducation de base, la jeunesse et la protection sociale traduisent cette volonté de transformer cette croissance économique en opportunités concrètes pour les jeunes. Enfin, le secteur privé, qui pourrait jouer un rôle central via les partenariats publics-privés, bien structurés et l'émergence des champions nationaux, notamment dans le domaine de l'énergie, les infrastructures et le numérique. Pour terminer, en toute transparence, il est clair qu'aujourd'hui, en République du Congo, avec ou grâce à son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, la stabilité macroéconomique est rétablie. Les réformes avancent. Les défis sociaux sont réels, mais le cap est clair. Investir dans le capital humain, valoriser le capital naturel et créer les conditions d'un secteur privé dynamique, tout en renforçant la crédibilité budgétaire et la mobilisation accrue des ressources internes, afin de poursuivre, et ensemble, notre marche vers le développement et de garantir la prospérité économique dans l'unité et dans la paix. Je vous invite, chers amis, à prendre le train des transformations structurelles qui est en marche avec le président de la République. Je vous remercie. Voilà, vous avez donc vous avez retrouvé là l'économie, ce qui est enseigné à l'université Marien Ngouabi. Il est directeur général des douanes. Mesdames et messieurs, c'était Kenolé Mbongokumu, le DG des douanes, qui était notre donc, invité de cette nouvelle séquence de 30 jours pour convaincre en toute transparence. Monsieur le DG, merci. Merci beaucoup.